can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. Donald Trump tape du poing sur la table. Ces derniers jours, en l'espace de quelques déclarations, celui qui sera bientôt le nouveau président des États-Unis a évoqué la possibilité de prendre le contrôle du canal de Panama, du Groenland et même du Canada. Il a même laissé entendre, comme tu t'en doutes sûrement, qu'il ne fallait pas exclure le recours à la force militaire dans certains cas. Sans surprise, de telles déclarations, même dans le style bien particulier de Donald Trump qu'il faut souvent atténuer pour bien les comprendre, ont déclenché des signaux d'alerte. Face à tout ça, certains gouvernements européens, comme celui de la France, appellent une nouvelle fois les autres nations à faire preuve de méfiance envers les États-Unis et à protéger leur souveraineté. Il n'est pas question que l'Union européenne laisse d'autres nations du monde attaquer ses frontières souveraines, qui qu'elles soient. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. En gros, la France et d'autres pays envisagent ouvertement l'hypothèse que les États-Unis pourraient violer leurs frontières. Si on t'avait dit ça il y a quelques mois, on aurait pensé à une immense blague. Mais alors, Trump a-t-il vraiment l'intention d'acheter ou même d'envahir le Groenland ou le Panama? Et va-t-il vraiment essayer d'annexer le Canada? Bah attends un peu parce que je te l'ai dit, il faut tempérer ses discours. Il est évident que la manière dont Trump a choisi d'exprimer son intérêt pour ces trois territoires est scandaleuse, théâtrale et franchement honteuse. Ça colle parfaitement à son style habituel. They should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Mais il faut encore insister. Il faut savoir interpréter Trump. Tu sais déjà que c'est un type qui ne suscite pas vraiment beaucoup d'enthousiasme chez nous, les Européens, mais on pense pas non plus qu'il soit un véritable pyromane. Alors non, ne t'inquiète pas, il est peu probable qu'il ait un quelconque intérêt à faire la guerre pour s'approprier ces trois territoires. Mais dans ce cas, pourquoi Trump a-t-il fait autant de bruit autour du Canada, du Groenland et du Panama? Et bah si on met de côté ces déclarations polémiques et condamnables, il faut reconnaître que l'équipe de Trump a une certaine logique en proposant un rôle des États-Unis accru dans ces trois territoires. Donc la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment aussi fou que ça en a l'air? Et bah on va tout expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. On va détailler en quoi consiste exactement cette doctrine de Donald Trump. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et oublie pas d'activer la petite cloche des notifs pour être prévenu dès que les prochaines vidéos sortiront. Si t'as envie de taper la discute, tu peux nous écrire en commentaire ou directement sur Insta. Et si t'as envie de t'impliquer dans l'aventure Diplo, tu peux aussi nous aider en contribuant à notre cagnotte dont le lien est en description. Allez, c'est parti! Pourquoi envahir le Panama? Tu savais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les États-Unis contrôlaient totalement le canal de Panama? Oui. Le canal a été construit entre 1904 et 1914 en échange du maintien des droits de souveraineté sur la zone du canal. Disons que c'était un coup de maître de la part du président de l'époque, Theodore Roosevelt. C'était une période où les États-Unis commençaient à asseoir leur contrôle sur le monde. D'abord parce qu'ils étaient les seuls à être capables de le faire, sans la concurrence d'autres puissances comme la Chine d'aujourd'hui. Ensuite, parce qu'ils ambitionnaient que l'ensemble du globe respecte leurs propres règles, notamment dans le domaine du commerce mondial. Le canal a été rendu au Panama en 1999 et depuis ce sont les Panaméens qui le contrôlent. Mais voilà que soudainement l'ambition de Roosevelt de contrôler le canal semble ressurgir avec Trump. La question c'est pourquoi? Et regardons ça de plus près. Fais bien attention à ces propos de Donald Trump. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. D'après le nouveau président des États-Unis, une forme d'intervention états-unienne dans le canal serait nécessaire parce que celui-ci est en réalité contrôlé par la Chine. La question c'est, est-ce que c'est vrai? On sait tous que Trump est un maître de l'exagération et du marketing. Dire que la Chine contrôle le canal ne correspond pas exactement à la réalité actuelle. Bien sûr, envisager des sanctions économiques ou même une intervention militaire est totalement absurde. Mais attention, il y a une part de vérité dans tout ça. Regarde.
Le Panama est devenu le premier pays d'Amérique latine à signer pour la vaste initiative d'investissement de la nouvelle route de la soie de Beijing. La Chine s'intéresse particulièrement au Panama en raison de sa position entre le Pacifique et l'Atlantique. C'est vrai que Beijing montre un intérêt croissant pour le canal de Panama. Alors comment? Principalement en investissant dans les infrastructures qui entourent cette immense structure. Par exemple, des entreprises chinoises comme Landbridge Group et CK Hutchison Holdings, basées à Hong Kong, gèrent les ports de Balboa et de Cristobal, situés aux deux extrémités du canal. Mais attends, Trump ne mentionne pas que ces contrats d'exploitation des ports ont été attribués en 1997, avant même le transfert total du canal au Panama par les États-Unis. Les concessions ont été attribuées à la meilleure offre lors d'un processus d'appel d'offres publiques. Un petit détail que Trump semble avoir oublié. Et bien sûr, CK Hutchison Holdings, même si elle est basée à Hong Kong, est une entreprise respectée avec des actifs partout dans le monde sans aucun signe de collusion avec Beijing. Et c'est pas tout. Trump oublie également qu'en 2016, le groupe chinois Landbridge a remporté un contrat pour construire un énorme port de conteneurs dans la ville panaméenne d'Isla Margarita. Cependant, à cause de violations de contrat, le Panama a annulé l'accord. Désormais, ce sont les entreprises italiennes TIL et MSC qui construiront et exploiteront ce port pour un coût de 1,2 milliard de dollars. Ce sont ce genre de détails qu'on omet quand on menace d'autres pays avec des tarifs douaniers ou même des interventions militaires. C'est du Trump tout craché. Cela dit, ça veut pas dire que la Chine est absente de ces zones. Depuis 2018, de plus en plus d'entreprises chinoises participent au secteur de la logistique, de l'électricité et de la construction au Panama. Par exemple, un consortium chinois a décroché un contrat de 1,4 milliard de dollars pour construire un 4e pont au-dessus du canal de Panama. Et le groupe Shanghai Gorgeous a remporté un contrat pour construire une centrale électrique au gaz pour environ 900 millions de dollars. Mais dans l'ensemble, au-delà des relations commerciales normales, l'histoire chinoise ne va pas plus loin. Les amis, que vous trouviez problématique ou non la présence d'investissements chinois autour du canal, la réalité est que ça ne va pas plus loin que ça. Pour l'instant, Trump a même insinué que des soldats chinois contrôlent le canal ou que le Panama impose des frais de transit exorbitants aux navires états-uniens. Mais oui, ces affirmations sont complètement fausses. D'abord parce qu'il n'y a aucun militaire chinois déployé autour du canal. Ensuite, même si les frais de passage ont effectivement augmenté, c'est le cas pour tout le monde à cause de la sécheresse de 2023. En d'autres termes, il n'y a pas d'accord défavorable ciblant spécifiquement les États-Unis. Les Panaméens ne donnent pas de réduction aux Chinois tout en surtaxant les États-Uniens. C'est faux. D'ailleurs, les États-Unis restent le principal pays d'origine et de destination du fret qui passe par le canal du Panama, et de très loin. Bien sûr, si les entreprises ou le gouvernement des États-Unis ne sont pas d'accord avec les tarifs imposés, ils peuvent toujours chercher des alternatives. C'est ça, le libre marché. Même à Washington, ils pourraient tenter de négocier un autre accord global. Je te donne ceci, tu baisses les tarifs ou tu laisses passer mes navires militaires à un tarif réduit. En gros, c'est la loi du marché. Mais alors pourquoi Trump sort-il toute cette histoire maintenant? Eh ben, il est vrai que l'idée de Trump selon laquelle la Chine contrôle le canal de Panama repose sur absolument rien. Néant, niet, que dalle. C'est tout simplement faux. Cependant, il est aussi vrai que les Chinois montrent un intérêt croissant pour le Panama. Ils investissent depuis des années autour du canal et y établissent même des banques. Peut comprendre que ça devienne une source d'inquiétude pour les États-Unis. L'intention de Trump pourrait simplement être d'attirer l'attention sur ce sujet, incitant ainsi le gouvernement panaméen à se rappeler de quel côté il doit se positionner. Ou alors peut-être qu'il cherche aussi à obtenir de meilleures conditions tarifaires de la part du gouvernement panaméen pour marquer des points sur le plan politique. Mais honnêtement, ça semble pas non plus aller beaucoup plus loin que ça. Désolé, mais cette histoire n'a pas grand chose de substantiel. Mais devine quoi, là où les choses deviennent réellement intenses, c'est avec l'affaire du Groenland. Dans ce second scénario, les États-Unis ont toutes les raisons de garder un œil sur la situation et de chercher à renforcer leur influence. Pourquoi? Eh ben c'est justement ce qu'on va t'expliquer dans le chapitre suivant. Make the Arctic great again. Du jour au lendemain, Trump a sorti une idée folle du chapeau, acheter le Groenland. Alors même si le Danemark, qui contrôle ce territoire, a clairement indiqué que l'île n'était pas à vendre, Trump a affirmé que soit il la lui vendait, soit il imposerait de sévères taxes douanières aux Danois, allant même jusqu'à ne pas exclure une intervention militaire sur cette île arctique. Les amis, encore une fois, la manière dont cette question est abordée est indigne d'un président des États-Unis, surtout à quelques jours de son investiture. Menacé de sanctions économiques
sans même exclure la guerre contre un allié de l'OTAN, c'est insensé, même pour Donald Trump. Mais s'il en parle ainsi, il doit bien y avoir une raison, non? Et dans ce cas très précis, il est vrai qu'il a effectivement des raisons pour lesquelles l'une des priorités des États-Unis devrait être d'accroître leur présence au Groenland dans les années à venir, particulièrement dans la partie nord, la zone la plus arctique. Bien sûr, Trump aurait pu le dire de manière plus diplomatique, ce qui aurait évité toute controverse. Mais tu connais le personnage. Il a choisi la formule la plus tapageuse et provocante qu'il pouvait imaginer. Cependant, le Groenland ne deviendra jamais un État à part entière des États-Unis. Pourquoi? Parce que Porto Rico ne l'est pas non plus. Les États-Unis ne vont tout simplement pas attribuer 2 sénateurs à seulement 50 000 Groenlandais. Mais revenons à l'essentiel. Si on regarde les faits, le Groenland est destiné à jouer un rôle clé dans l'Arctique. Une région qui va devenir le théâtre de grandes batailles commerciales et qui sait peut-être même un champ de bataille militaire dans un futur proche. Pourquoi? Comme on te l'a déjà expliqué à d'autres occasions sur cette chaîne, avec la fonte des glaces arctiques ces dernières années et qui s'accélère, le pôle Nord devient une route de plus en plus attrayante pour le commerce maritime. On parle ici d'une route commerciale qui pourrait bien représenter l'avenir, en réduisant considérablement les temps de transport entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie, ce qui entraînerait une baisse des coûts de frais. Certaines routes pourraient économiser jusqu'à 40% en temps et en distance. C'est pour cette raison que le contrôle de cette zone devient une priorité pour les puissances arctiques. Ce groupe restreint comprend les États-Unis, le Danemark, le Canada, la Norvège, la Finlande, l'Islande et bien sûr la Russie. Trump semble convaincu que les États-Unis doivent élargir leur zone de contrôle direct dans l'Arctique, actuellement limitée à l'Alaska. Dans quel but? Pour être en mesure de bloquer, si nécessaire, le passage de navires provenant de certains pays. Une présence états-unienne renforcerait leurs forces de dissuasion. I'm talking about protecting the free world. You don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. Autrement dit, les passages situés dans la zone d'influence du Groenland pourraient devenir une sorte de canal de Panama bis, mais naturel et beaucoup plus froid. En fait, les cas du Groenland et du Panama semblent intimement liés. L'intention de Trump pour sa nouvelle présidence semble être précisément d'augmenter le contrôle de Washington sur les principales routes commerciales de la planète. Et comme on te l'a déjà dit, en ce qui concerne l'Arctique, la Russie et la Chine se préparent depuis des années à utiliser cette route et à en prendre le contrôle total. Pour te donner une idée, Moscou a construit environ 450 bases militaires dans la région, stationnant même des avions de chasse à long rayon d'action, des batteries anti-navires et des systèmes anti-missiles. Et ce n'est pas tout. En 2018, Beijing a annoncé la route de la soie polaire, une stratégie qui prévoit de gros investissements dans les infrastructures logistiques de la zone arctique russe. Ils ont aussi injecté des fonds pour soutenir le projet Yamal LNG, qui consiste à extraire du gaz dans la région arctique et à le transporter toute l'année grâce à des brise-glaces. Les amis, pour Xi Jinping et Vladimir Poutine, gagner du terrain dans l'Arctique est une question de vie ou de mort. Et là-dessus, Trump a raison sur un point. Les États-Unis doivent renforcer leur présence dans cette région, parce qu'ils sont les mieux placés pour défendre les intérêts des pays occidentaux. D'ailleurs, même si ça n'a pas été explicitement dit, Trump parle de défendre les pays dits libres. De plus, consécutivement à la guerre en Ukraine, plusieurs pays de l'OTAN ont commencé à évaluer leurs points faibles et l'Arctique est précisément l'un d'eux. Mais en plus de ces routes commerciales stratégiques, le Groenland possède d'autres richesses que Trump convoiterait sûrement. Regarde ça. Ce que tu vois à l'écran montre l'emplacement des gisements connus de terres rares au Groenland. Et je dis bien connus, parce qu'on ignore ce qui pourrait être découvert au-delà des zones côtières. Le Groenland regorge de minerais comme le néodyme, le dysprosium et le praséodyme, des éléments essentiels pour fabriquer des aimants puissants, des véhicules électriques et des éoliennes. Si les États-Unis parvenaient à contrôler et à exploiter ces ressources à grande échelle, leur position stratégique s'améliorerait considérablement, puisque la Chine domine actuellement le marché des terres rares avec environ 80% de la production mondiale. Cela dit, exploiter quoi que ce soit dans cette région est loin d'être facile. La glace complique énormément les choses, mais ça, c'est un autre sujet. L'essentiel, c'est que si on combine ces deux éléments, à savoir la route arctique et les terres rares, l'idée de Trump n'est pas mauvaise sur le plan conceptuel. Les États-Unis ont fait pression sur le développeur de terres rares du Groenland, Tanbreeze, pour qu'il ne vende pas à la Chine. Évidemment, le problème c'est qu'on peut pas arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en parlant d'acheter l'île, de punir le Danemark ou de ne pas exclure l'usage de la force. Cependant, il est probable que Trump cherche à accroître sa présence au Groenland de manière concertée. Et devine quoi, les Danois ont déjà fait un geste.
Le Danemark a envoyé des messages privés ces derniers jours à l'équipe du président élu Trump pour exprimer sa volonté de discuter d'un renforcement de la sécurité au Groenland ou d'une augmentation de la présence militaire US sur l'île. En plus, il se pourrait que ce territoire danois devienne indépendant dans un avenir pas si lointain, une hypothèse évoquée depuis longtemps. Mais imaginez qu'il puisse devenir une partie des États-Unis, ça, c'est une autre histoire. Ce qui pourrait arriver, c'est que Washington trouve un accord pour augmenter sa présence militaire dans le nord du Groenland et obtenir de meilleures conditions pour exploiter des minéraux stratégiques. C'est un scénario réaliste. Tout le reste, peu importe ce que Trump peut dire, ressemble à des paroles en l'air. À moins, bien sûr, que les Groenlandais souhaitent devenir une colonie sur le modèle de Porto Rico. En fin de compte, Trump semble surtout vouloir dominer l'espace médiatique et se présenter comme un leader fort avec des idées ambitieuses. C'est un modèle parfait pour de nombreux électeurs. Parce que ne te méprends pas, dans la doctrine du nouveau président, le marketing pèse presque autant que le fond. C'est exactement ce qu'il semble faire avec le Canada, un autre pays visé dans cette avalanche de menaces et d'accusations contre des alliés des États-Unis. Écoute bien. Et quid du Canada ? Trump a évoqué la possibilité de faire du Canada le 51e État des USA. Pas Porto Rico, non, le Canada. L'origine de cette idée a des points communs avec celle du Groenland et revient essentiellement au fait qu'Ottawa contrôle une vaste côte arctique. Mais dans le cas du Canada, Trump semble surtout intéressé par les enjeux économiques et commerciaux. Selon le futur président, le Canada dépend de Washington parce que les États-Unis le subventionnent. Comment ? Regarde ce graphique. En 2024, les États-Unis ont enregistré un déficit commercial avec le Canada d'environ 55 milliards de dollars. Ce déficit, qui a considérablement augmenté sous l'administration Biden par rapport aux années précédentes, représente une carte que Trump espère utiliser dans ses négociations politiques. Cela dit, l'idée de Trump n'est pas d'envahir le Canada, ni de l'acheter, ni quoi que ce soit d'aussi extravagant. Au final, les États-Unis ont des déficits commerciaux bien plus importants avec la Chine, le Mexique, le Vietnam, l'Allemagne ou le Japon, et Trump n'a jamais parlé d'envahir ou de contrôler ces pays. En plus, lorsqu'on évoque un déficit commercial, on oublie un point important. Une partie reçoit plus d'argent, mais l'autre reçoit plus de produits, de biens manufacturés achetés volontairement. La relation commerciale entre les États-Unis et le Canada est très forte. Le Canada est le plus grand marché pour les exportations états-uniennes devant le Mexique, l'Europe et la Chine. Ces exportations incluent des camions, des voitures, des composants automobiles et des produits pétroliers raffinés. Les États-Unis sont également le principal marché pour les exportations canadiennes, dont le pétrole brut représente un quart, atteignant un record de 4 300 000 barils par jour en 2024. Ça signifie que sans les importations de pétrole canadien, les États-Unis auraient du mal à répondre à leurs propres besoins à des prix compétitifs. Et sans les importations de produits raffinés des États-Unis, le Canada ferait face à des défis similaires. Mais alors, s'il existe une telle interdépendance et autant d'intérêts commerciaux mutuels, pourquoi entrer dans une polémique sur l'annexion et la conversion du Canada en 51e État ? Tout indique qu'il s'agit d'une nouvelle tentative de Trump pour obtenir des accords commerciaux plus avantageux pour Washington. Et si les pays concernés refusent, Trump menace avec des taxes douanières de 25%. C'est typique de la politique trumpiste. Rien de nouveau ici. Et ça sert aussi à égratigner Justin Trudeau, avec qui Trump n'avait pas non plus d'excellentes relations. Au final, il est probable que les deux pays finissent par s'asseoir pour négocier de nouveaux termes commerciaux sur certains produits. Et Trump pourrait alors présenter ça comme une victoire à ses partisans du Make America Great Again. Ensuite, il passera au prochain pays où il voudra utiliser ses stratégies de coercition et de menace pour obtenir le dessus. La vérité, c'est pas surprenant. Pendant son premier mandat, il a fait quelque chose de similaire avec l'Union européenne et ses tarifs, et avec la Corée du Sud quand il a imposé de nouveaux tarifs à cet allié asiatique important et les a contraints à augmenter les paiements pour les troupes états-uniennes stationnées sur leur sol. Les amis, Trump a une façon bien particulière de jouer ses cartes. C'est pourquoi on est convaincu qu'aucun de ces trois territoires, ni le Canada, ni le Groenland, ni le Panama, n'a à craindre une invasion ou une action particulièrement hostile de la part de Trump. C'est ce qu'on semble voir. C'est une manière d'indiquer quelles seront ses priorités pour renforcer la position des États-Unis dans ces régions. Cela dit, prenons un moment pour clarifier quelque chose d'important. Les mots ne sont pas neutres. La manière dont les choses sont faites ou annoncées a aussi son importance, même si elles n'aboutissent pas. Écoutez Trump, qui s'apprête à devenir président des États-Unis, parler de zone d'influence, d'intérêt de sécurité nationale et de ne pas exclure l'usage de la force selon sa convenance, ça nous rappelle un autre personnage. Une idée de qui? Non? Regarde ça. Очевидные геополитические дивиденды
А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти. Вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение. Это так и есть. Bien sûr, on ne compare pas directement Trump et Poutine, mais il est clair que Poutine a dû sourire en entendant Trump parler en des termes similaires à ceux qu'il a utilisés pour justifier l'invasion de l'Ukraine. En utilisant des expressions comme intérêt de sécurité nationale, Trump a donné une certaine légitimité aux raisons avancées par Poutine. Envoyer ce genre de messages qui peuvent être interprétés comme une sorte de blanc-seing et de la loi du plus fort est très irresponsable. Et même si on ne pense pas sérieusement que Trump a réellement envisagé d'envahir ces territoires ou d'annexer quoi que ce soit aux États-Unis, la manière de présenter tout ce qu'on t'a raconté dans cette vidéo n'en demeure pas moins très maladroite. Et au final, on a surtout un indice de la future politique étrangère de l'administration Trump. Se montrer dur avec les alliés des États-Unis tout en tendant la main aux rivaux. Rien de très différent de ce qu'on a vu entre 2016 et 2020. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu penses qu'il arrivera avec ces annexions territoriales dont Trump a parlé? Ce genre de déclaration pourrait-il pousser la Chine et la Russie à intensifier leur expansion régionale pour défendre leurs propres intérêts? Dis-nous ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que t'as appris des trucs avec cette vidéo. Compte sur nous pour te tenir informé de toute évolution de ce dossier d'actu. Pour suivre la géopolitique avec notre team, abonne-toi, partage et like. On est aussi joignable via Instagram. Et si tu veux nous filer un coup de main, il y a une cagnotte en ligne avec le lien dans la description. Allez, à très vite, à ciao, bonsoir.